Bonjour tout le monde, bienvenue dans le deuxième épisode de DISO, le grand dialogue autour des intelligences artificielles, mais aussi des algorithmes. Aujourd'hui, on a vraiment une invitée de marque, des Absenic, qui ne le connaît pas, une grande figure dans le monde du numérique, de l'entrepreneuriat. Et on va directement démarrer. Je ne veux pas faire une présentation vraiment écourtée ni une mauvaise présentation d'EPSA. Si vous devez vraiment vous présenter à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais vu, qu'est-ce que vous allez dire en premier? Merci beaucoup, Wedgie. Merci beaucoup également à Yaïja pour cette plateforme que vous nous offrez, de pouvoir échanger autour de l'importance de la technologie à travers l'intelligence artificielle et les algorithmes. Alors, c'est toujours un exercice sérieux de se présenter soi-même. Je suis Neb Saning, je suis passionnée par l'entrepreneuriat, mais surtout par l'innovation et la technologie de manière générale. Je m'investis dans tout ce qui est en rapport avec l'accompagnement à travers le renforcement des compétences. J'aime beaucoup échanger avec les plus jeunes, m'inspirer surtout de ce continent qui est pour moi une source intarissable d'idées, d'innovation, parce que l'Afrique est un continent très riche. Je suis aussi passionnée par la spiritualité. Je m'investis aussi auprès des combats des femmes parce que je pense que la jeunesse et les femmes particulièrement portent très haut le flambeau du développement et que sans ce capital humain-là, il serait utopique de parler de développement. Merci pour cette belle introduction d'EPSA et en tout cas pour nous, c'est un honneur et un très grand plaisir de vous accueillir dans cette deuxième édition du podcast d'ISO. J'aimerais aborder une question allant dans le sens de votre volet professionnel. Vous travaillez à la Banque africaine de développement et vous interagissez beaucoup avec les startups qui sont en tout cas porteuses d'innovation et de projets et qui poussent également les économies africaines. Et on sait que la plupart de ces startups-là sont aujourd'hui à la recherche de financement pour pouvoir financer leurs projets et pousser leurs produits d'innovation dans le marché. Donc aujourd'hui, peut-on parler de souveraineté technologique si nous savons que la plupart de ces startups prennent des financements qui, la plupart, viennent de l'extérieur? C'est une question difficile. Je pense qu'il faut commencer par le fait de définir ce qu'on entend par souveraineté. Beaucoup pensent que la souveraineté pourrait se définir comme étant la sacralité de fonds qui ne peuvent venir que de fonds internes ou de fonds locaux. Cette souveraineté-là, à mon avis, devrait s'inscrire dans le long terme, c'est-à-dire définir les éléments qui pourraient nous permettre, à court et moyen et long terme, de pouvoir être autonomes par rapport à nos actions, à notre stratégie, à notre manière d'identifier, de définir aussi le développement. Cette définition ayant été faite, il est important de comprendre que Rome ne s'est pas fait en un jour, malheureusement, et qu'il y a un besoin, lorsqu'on est surtout un pays pas encore développé ou en voie de développement, de pouvoir utiliser de manière optimale les ressources qui sont à notre portée pour pouvoir avoir ce qu'on appelle le multiplier effect. Commencer avec 100 francs et en faire 10 000. Donc, même si on commence avec des fonds, c'est un peu comme les entrepreneurs, on ne commence pas forcément avec des fonds propres ou des capitaux propres. Il nous arrive d'emprunter, il nous arrive d'aller à la banque, il nous arrive d'avoir des collaborations qui peuvent nous aider à commencer un business qui, à la fin, sera lucratif pour nous. Donc, cet aspect souveraineté revient, donc soi-même. Mais il y a cette multiplier effect qui fait que sur les 10 000 francs qu'on aura mobilisés, 100 francs proviennent de fonds ou capitaux étrangers, mais le reste a été renfloué ou multiplié. Alors, ceci étant dit, mon travail au sein de la Banque africaine de développement consiste en partie, parce qu'il y a une autre partie de mon travail qui consiste à accompagner des projets auprès de gouvernements, sur tout ce qui est emploi des jeunes en Afrique, pour qu'on ne se limite pas juste à financer des projets en invitant les jeunes à s'y associer, mais plutôt qu'on les ait autour de la table lorsque ces projets sont pensés, analysés,
est mise en exercice ou exécutée. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le laboratoire d'innovation que j'ai l'honneur de diriger depuis 8 ans. Ce laboratoire qu'on appelle le lab est une entité, une unité au sein de la banque qui s'évertue à identifier des niches que la banque pourrait accompagner avec d'autres partenaires financiers afin de pouvoir accompagner de manière beaucoup plus optimale les politiques de jeunesse et d'emploi pour les jeunes et les femmes. Et lorsqu'on a commencé le lab, il y a eu un exercice intéressant qu'on a fait avant de lancer ce lab. Et cet exercice nous a permis de faire ce qu'on appelle une étude de marché. Et quand on a fait cette étude auprès de ce qu'on appelle les organisations de support aux entreprises, sur les développeurs, les accélérateurs, les fonds d'investissement, on s'est dit, mais si on devait évaluer à quelle hauteur ou à quel point la levée de fonds est importante par rapport à une entreprise. Et à notre grande surprise, il s'est trouvé que la toute première chose dont ils avaient besoin pour lever des capitaux, ce n'était pas de l'argent, c'était des études de marché. Et pourquoi les études de marché? Parce que tout entrepreneur ne pense pas forcément à financer cet aspect avant de commencer son business. Or, sans marché, il n'y a pas de pérennité dans le business économiquement, comme de manière technique viablement. Et on ne peut pas être viable en n'ayant pas un effectif qualifié, identifié pour faire le travail qu'on doit faire. Et à notre grande surprise, la deuxième chose dont ils avaient besoin, après l'étude de marché et tout ce qui est réseautage, donc savoir qui fait quoi, faire une petite cartographie, la deuxième raison, c'était le renforcement de capacité. C'est-à-dire qu'avant même de recevoir les fonds, il faudrait qu'il soit capable de gérer ses comptes. Et c'est généralement une erreur que l'on fait dans la recherche de financement, c'est de ne pas avoir forcément les capacités nécessaires pour gérer, rechercher et mettre en œuvre le financement qui a été octroyé. La troisième raison qui a été identifiée toujours selon ce sondage d'un peu plus de 1000 organisations de support aux entreprises, c'est la nécessité de documenter les succès comme les échecs. Parce que lorsqu'on a la capacité de documenter ces erreurs, entre guillemets, ou ces apprentissages, ces leçons, on peut plus rapidement faire ce que la start-up permet, c'est-à-dire apprendre vite et faire du scale-up. Et par scale-up, on entend le fait d'accélérer, de grandir de manière très rapide. Mais ça, on ne peut le faire qu'en utilisant le multiplier effect, comme je disais tout à l'heure, mais en pouvant documenter ce qui marche et ce qui ne marche pas. Éviter ce qui ne marche pas pour être en mesure de pouvoir rapidement gagner de nouveaux marchés. Et ce n'est qu'à la quatrième position que cette recherche de financement-là a été là. Pourquoi? Parce que rechercher des fonds requiert de maîtriser toute une chaîne de valeur. À qui est-ce que vous allez demander le financement? À quelle hauteur vous allez demander un financement? Quels sont les capitaux propres que vous mettez sur la table? Parce qu'aucun investisseur ne viendra vous financer à 100%. À la base. Il faut que vous ayez ce qu'on appelle skin in the game, que vous ayez un effectif qui soit apte à pouvoir répondre à ce genre de demande. Parce que quand on fait de la due diligence avant de financer un projet généralement, un collègue faisait une blague en disant qu'il te demande tout jusqu'à ton statut matrimonial pour s'assurer que le paiement ou le retour sur l'investissement, le ROI sera maximal. Donc tous ces éléments-là doivent être maîtrisés. Et pour que cela soit fait, il faut qu'il y ait une équipe dédiée pour pouvoir le faire. Donc, plus que la recherche de financement en tant que tel, il y a la capacité à recevoir le financement qui est la base. Et malheureusement, on peut avoir l'idée innovante, on peut avoir un mécanisme extraordinaire pour le mettre en œuvre. Si on n'a pas quelqu'un qui est capable de répondre aux investisseurs sur tout ce qui est aspect financier,
ça ne fonctionne pas. Et il y a un dernier élément, le 5e point, qui était la surprise du chef, je dirais, sur cette étude, sur comment accompagner le financement des startups. Et c'est la recherche et l'innovation. D'accord. Le développement. Comment tester, avoir des prototypes, d'idées, pour qu'une fois qu'un financement est prêt à venir, on puisse rapidement développer cette idée qui coûte peut-être 50 000 €, le financer à une taille de 500 000 €, de 5 millions d'euros, mais avec un prototype. Voilà. Très bien, c'est super intéressant. Et moi, là, j'avais une petite question. Est-ce qu'à la salle, vous avez des personnes entièrement dédiées à la sensibilisation et à l'accompagnement des structures? Alors, au sein de mon unité, je ne vais pas trop développer, mais c'est une équipe qui fait 8 consultants déjà, avec moi-même à la tête. Et idéalement, chaque pilier, les 5 piliers que j'ai notés tout à l'heure pour la recherche de financement, a quelqu'un à la tête, de manière à ce qu'il puisse avoir une spécialisation vis-à-vis quand demain, quelqu'un qui est intéressé par le pilier 1, le pilier 2 ou 3 puisse intégrer des échanges avec ces unités pour pouvoir avoir des rapports, disons, beaucoup plus fidèles. Parce que l'une des problématiques à laquelle on a eu à faire face, nous aussi, quand on commençait le lab, c'est de pouvoir mettre les bons chiffres dans les bonnes industries. Parce que ce n'est pas du one size fits all. C'est pas les mêmes paramètres, les mêmes conditions normales de température et de pression qui s'appliquent dans tous ces piliers. Et c'est pas aussi le même niveau d'intégration de ces piliers dans tous les pays que le lab couvre, donc les 54 pays. Et donc, par conséquent, il faut être beaucoup plus spécifique dans la manière d'accompagner les startups. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et je pense qu'on aura plusieurs questions après sur cet aspect des financements, parce que dans le cadre du SALTIS, on a beaucoup de questions qui tournent autour de l'investissement, du financement des startups qui n'arrivent pas à lever assez de fonds et qui n'arrivent pas vraiment aussi à vulgariser leurs produits. Alors maintenant, nous allons aborder un autre sujet qui concerne maintenant le Sénégal, parce qu'on voit qu'en 2023, on a eu la stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Et on a aussi la stratégie nationale des données. En 2024, on commençait à nous parler un peu du New Deal technologique. Et son lancement en février 2025 a vraiment fait beaucoup de bruit. On a vu qu'il y avait quand même des piliers solides, surtout avec le Conseil national du numérique, où on a vu vraiment de grandes figures du numérique, parmi lesquelles il y a Fatou Sow Kane, mais aussi il y a vous, de par votre parcours et tout. On se dit que là, on tient quelque chose. Sans vraiment entrer dans les détails ni divulguer les secrets de délibération, selon votre position, qu'est-ce qui aujourd'hui nous donne vraiment de l'espoir par rapport à ces New Deal technologiques et qu'est-ce qui ne fonctionne pas très bien? Alors, je ne pourrais pas parler de ce qui ne fonctionne pas très bien en étant au cœur d'organisation, mais je pense qu'il faut souligner le fait qu'il y a un plaidoyer qui est porté par le gouvernement. Que cela soit à travers le ministère de tutelle, que ce soit à travers la primature, le Premier ministre qui est le président du Conseil national numérique, aussi bien son Excellence le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye. Il y a une vision qui est claire et qui est accompagnée et qui ne se limite pas uniquement à la stratégie. Il y a des partenariats qui sont signés, il y a des niches ou des champions qui sont identifiés pour que cet accompagnement-là puisse mener, comme le disait le Premier ministre, à une transformation structurelle et souveraine. Et tout à l'heure, on a bien fait de commencer avec la souveraineté parce qu'il y a une réelle nécessité de pouvoir porter nos talents. Et cette souveraineté-là passe forcément par le fait
de donner la compétence nécessaire au talent qui doit exécuter cette transformation qui s'inscrit dans l'agenda du Sénégal 2050 également. Au-delà de cet engagement politique, il y a l'aspect économique, ou disons l'écosystème sénégalais, qui est un écosystème assez dynamique. Que cela soit les incubateurs, les accélérateurs, et le SALTIS en est un exemple brillant. À travers ce que vous faites, vous êtes en mesure de cartographier les différentes interventions tout au long de la chaîne de valeur numérique. Et ça, c'est essentiel. Parce que sans cela, il n'y a pas possibilité de pouvoir porter les champions. Parce qu'on ne saura pas qui est qui. Sans cela, il serait difficile pour un investisseur privé de pouvoir s'intéresser à une industrie en particulier, parce qu'ils n'auront pas d'idée du marché porteur que cela représente au niveau de cet écosystème. Et sans cela, enfin, il serait très compliqué de pouvoir appliquer quelque chose comme la SLECAF. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais la zone de libre-échange, ce n'est pas juste les frontières qui s'évaporent. C'est surtout de la technologie et économie numérique qui permet de pouvoir passer d'un pays à l'autre grâce à la magie du numérique. Qui mieux que l'économie numérique, ou quel outil mieux que l'économie numérique pour effacer ces barrières et permettre justement à ce qu'un investisseur bissau-guinéen, ivoirien, saoudien puisse identifier des niches à accompagner grâce par exemple à des événements comme le SALTIS. Merci beaucoup Debsa, très inspirant. Si je pose la question, disons d'ici 15 ans, technologiquement, quelle Afrique voudriez-vous voir sur le volet technologique? Tout à l'heure, nous en parlions également sur le volet économie numérique. Mais également, dans cette évolution technologique, il faudrait que les jeunes, quelque part, soient pris en compte, et également, il faut qu'ils contribuent. Qu'est-ce que vous conseilleriez à toutes ces jeunes femmes et tous ces jeunes gens qui aujourd'hui sont à la recherche de compétences et de connaissances, mais également qui ont la forte envie aujourd'hui de contribuer à cette dynamique technologique à tout ça? Gaël est très fort, hein? Donc, 3 questions dans une seule question. Alors, je vais commencer par le premier aspect. Je vois 3 aspects. Je suis une scientifique, donc je dissèque toujours les questions. Le premier aspect que je vois, c'est l'aspect dans 15 ans. Dans 15 ans, j'aspire à une Afrique beaucoup plus connectée, mais dans le sens de la collaboration. Cela renforce le point que je venais de faire sur la zone de libre-échange. Aujourd'hui, la souveraineté, ce n'est pas se renfermer sur soi-même. C'est s'ouvrir en étant ancré. Et cet ancrage se fait par le capital humain, comme on l'a dit tout à l'heure, à la base, et par les ressources techniques et financières qui viennent après, local, think global and act local. Mais dans ces 15 ans, je vois une Afrique qui collabore donc économiquement, mais qui collabore comme on collaborerait dans une Silicon Valley. Avec une ambition certaine, et c'est aussi une partie de mon travail au sein de la Banque africaine de développement, de tisser un réseau qui soit tel que l'on ne ressente pas cette disparité d'un pays à l'autre, et que l'on considère l'Afrique comme un continent qui a des ressources humaines capables de pouvoir adresser toutes sortes de défis, aussi bien en Afrique qu'en dehors de l'Afrique. Et pourquoi en Afrique d'abord? Parce qu'on a, si vous regardez bien comment une économie fonctionne, la chance que l'on a, je peux appeler ça la chance ou l'opportunité qu'on a, c'est que dans les pays développés, parce qu'ils sont développés, la marge de progression est assez faible. Ici, parce qu'il y a beaucoup à faire, la marge de progression est beaucoup plus importante, les opportunités de marché beaucoup plus conséquentes. Et par ricochet, lorsqu'on est capable d'identifier des niches ou des marchés porteurs, des industries porteurs, on peut très rapidement adresser des marchés autres que son marché local. Donc ça, c'est pour l'aspect des 15 ans. Pour ce qui concerne le rôle qui est joué de part et d'autre, que ce soit au niveau du CNLM et professionnellement,
Je suis une grande passionnée de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire a montré, on a beaucoup d'exemples où les femmes sont des investisseurs non seulement reliable, donc qui paient beaucoup plus rapidement ou de manière beaucoup plus conséquente que leurs pères. Et on sait aussi que dans la plupart des économies, les foyers sont fortement accompagnés ou facilités par le rôle économique des femmes. Et à ce titre, il est extrêmement important. Pourquoi pas penser à long terme à un 100% femmes entrepreneurs dans les techs. Il faut à tout prix encourager et initier le mentorat dès maintenant. Parce que ce n'est qu'en voyant des modèles de femmes qui réussissent au sein de l'économie numérique que ces jeunes filles pourront voir en ces femmes des modèles qui peuvent les inspirer à aller de l'avant et à continuer leurs études et à aspirer à des postes beaucoup plus importants. Mais surtout à s'asseoir au table de négociation, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de rôle modèles en ce sens. Et le troisième volet de la question qui me semble être très très importante, c'est mon plaidoyer à cette jeune fille qui est peut-être dans les régions, qui ne maîtrise pas forcément les nouvelles technologies, c'est de prendre conscience de son rôle dans cet écosystème. Vous savez, on ne peut pas aspirer à avoir, je parlais tout à l'heure de rôle modèle, mais on ne peut pas aspirer à avoir beaucoup plus de développeurs femmes si à un moment, on ne les initie pas à ce métier. D'où le plaidoyer qui est d'accompagner beaucoup plus de jeunes au sein des lycées, au sein des Tibet Centers, donc des centres de location, à pouvoir tester, faire un prototype de ce que le métier du futur peut être. Parce qu'il y a un delta entre ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui à court et moyen terme, mais il y a cet aspect analytique ou prédictif qui fait qu'elles devront se projeter sur les métiers du futur. Et pour ce faire, il y a une dimension sociologique à accompagner. C'est la sororité, c'est l'accompagnement des hommes. Et de tout ce noyau qui peut permettre à cette jeune fille d'éclore ou d'avoir des compétences d'éclore. Et tant que ces paramètres-là seront figés ou vraiment très conséquents, je pense que cette jeune fille pourra se projeter en se disant, d'ici 15 ans, je veux être comme telle, je veux faire le métier tel, et je veux apporter la valeur ajoutée telle à mon pays. Vraiment, c'est une podcast. Moi, je pense que ça fera partie des meilleurs podcasts parce que tellement c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, il y a encore tellement de sujets que l'on pourrait aborder. Mais pour ne pas vraiment rallonger la durée, nous allons terminer ici. Juste avant, donc parler un peu du livre qu'elle nous a gracieusement amené aussi. Donc aujourd'hui, qui est best-seller sur Amazon. Vous pouvez le retrouver partout pour pouvoir aussi lire et vous inspirer. Parce que vraiment, aujourd'hui, on voit qu'avec le digital, beaucoup de personnes ne lisent plus, alors que c'est quelque chose qui est hyper important pour pouvoir méditer, voir aussi la matière, sentir et partager aussi la vision d'autres femmes leaders qui ont travaillé dans le domaine, qui ont du vécu et qui ont, de par leur expérience, posé des mots qui peuvent nous faire gagner facilement 10 ans, 20 ans, 30 ans. Juste rappeler aussi que ce podcast, c'est dans le cadre du SALTIS, qui est le Salon international des algorithmes, des sciences, des technologies et de l'innovation, qui a pour vocation de fédérer l'écosystème, mais aussi de pouvoir donner l'occasion de se connaître, de montrer nos champions, mais aussi de faciliter cette cohésion. Parce que quand on parle de santé, c'est vraiment la dimension africaine, mais aussi c'est la dimension mondiale, pour savoir qu'on ne peut pas parler, comme le disait tout à l'heure Ndeye Absa, de souveraineté
s'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas de collaboration. Donc, juste pour finir, je vais vous laisser le dernier mot pour parler aux différents téléspectateurs. Vous pouvez le faire en wolof si vous voulez aussi, pour nos grands-parents qui nous regardent, peut-être qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte, pour un peu savoir tout ce qui a été dit et tout, quel message important vraiment on voudrait laisser à nos très chers, je ne sais pas si je dois être téléspectateurs, auditeurs, enfin, voilà. À l'audience, voilà. Non, merci déjà. Ce serait déjà commencer par vous remercier tous les deux parce que on n'imagine pas l'effort qu'il y a derrière le fait de mettre ces podcasts en ligne. Donc, vous féliciter pour tout ce que vous faites à travers le SACTIS, à travers les activités où vous intervenez auprès du ministère de tutelle. Donc, nous voyons ce que vous faites et vous êtes des modèles d'inspiration pour cette jeunesse que nous voulons pour un développement numérique cohérent, disons. Et merci pour la petite publicité. Je voulais juste préciser que le livre est en anglais parce qu'il y a un élément très essentiel que je conseillerais à cette jeune fille ou à ce jeune garçon également, c'est de se mettre à l'anglais. Parce qu'il est important de noter que l'industrie du numérique n'est pas seulement à travers une application, un device, un ordinateur. Il y a tellement d'éléments autour qui peuvent intégrer une chaîne de valeur qui fait que chaque élément seul peut générer économiquement de l'argent ou des revenus. Ceci étant dit, c'est un plaidoyer que je lancerai en dernier vis-à-vis de tous ceux qui n'ont pas forcément accès à la technologie. Aujourd'hui, vous voyez le modèle FPSA, par exemple, qui est un modèle de transfert d'argent qui a été inspiré par l'Afrique, donc par l'Afrique de l'Est, et qui aujourd'hui est utilisé par d'autres multinationales comme un moyen de garder un portefeuille électronique de côté, sans pour autant aller à l'école, sans pour autant que ce soit des études trop poussées ou je sais pas, un background assez important à utiliser ce genre de portefeuille-là. Et donc, mon plaidoyer, c'est de pouvoir faire en sorte que la technologie soit beaucoup plus accessible et que ça ne se limite pas juste à des infrastructures. Les infrastructures, c'est absolument important. Mais le fait de sensibiliser la population pour qu'elle comprenne l'importance d'avoir une identité numérique, c'est crucial. Parce que cette population sera non seulement celle qui va élire demain les gouvernants, celle qui va devoir décider des lois qui vont régir la cité, celle qui va demain identifier les niches et qui composent le marché. Parce que cette population, c'est celle qui achète des produits ou des services. Donc, mon plaidoyer, c'est de faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus exposée au sens positif à la technologie. Et peut-être le point en wolof serait de dire que xarale yu yees yi jot na sunu yaay yi sunu maam yi gën ci jublu te ñu leen di ñaax ngeen di bàyyi xel ne loo leen gis rek du loolu mooy li nekk ndax dañu nekk ci jamono boo xam ne dafa dox ba dafa am ay xarale yoo xam ne mën nañ sax ñëwuy di woon ñu dekki leen ña nekk ci tolof xëy na mënuñu dox ñu def leen ñuy taxaw loolu bu fekkente ne dañ koy gëm di ci bàyyi xel di ñu réere ngir lu bëri baa ñu ndax la te wax dëgg yàlla xarala yu yees yi mën naa jëriñ leneen loolu ay mbiri saay-saay ak ay mbiri naxaate ma ci ñaax bu baax ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ak ñi nga xam ne itam ñu ñuy jiite ngir ñu mën a yembal lépp luy xam-xam lépp luy jàngale ba ku ci nekk mën cee gis sa bopp mën koo jëfandikoo.